Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour parler aujourd'hui des banques centrales qui essayent de tout faire pour soi-disant soutenir la croissance économique, mais en fait, selon moi, elles pourraient être aujourd'hui en train d'alimenter, de préparer une nouvelle crise financière. Et oui, les banques centrales sont une sorte de pompiers pyromanes, elles veulent faire le bien, mais finalement ça pourrait devenir quelque chose d'assez dramatique. Alors pourquoi? C'est vrai que les banques centrales ont fait le maximum, donc là je vous ai montré un petit peu les principales banques centrales, donc la Réserve fédérale américaine, le taux d'intérêt, qu'on appelle le taux d'intérêt des Federal Funds, c'est la courbe rouge. Pour la Banque centrale européenne, le taux REFI, c'est la courbe verte. Et pour la Banque d'Angleterre, c'est la courbe bleue. Donc on voit un petit peu depuis 1999 comment on réagit ces taux d'intérêt. Donc quand il y avait la bulle Internet, évidemment, les taux d'intérêt ont augmenté. Après le crack Internet, les attentats du 11 septembre, on a baissé les taux d'intérêt. Ça a redémarré parce qu'il y avait plus de croissance. Là, évidemment, la crise des subprimes. Et là, tout le monde baisse les taux d'intérêt. La grande erreur de la Banque centrale européenne, qui alors que la crise est loin d'être terminée, elle remonte les taux d'intérêt. Évidemment, ça nous a coûté très cher. Ça a généré une nouvelle récession en Europe. C'est du passé, on ne va pas y revenir, mais on voit que les banques centrales parfois font des grosses bêtises également. Et puis parallèlement, plus dernièrement, aux États-Unis, la croissance a bien redémarré depuis à peu près 2017. Donc on a eu un resserrement des taux d'intérêt aux États-Unis, tout à fait logique. Et chez nous, comme c'était quand même une croissance molle, eh bien on est resté sur taux d'intérêt à zéro. Donc aujourd'hui, après le Covid, on est quasiment à 0% partout. 0% pour la Banque centrale européenne, entre 0 et 0,25 pour la Réserve fédérale américaine, 0,1% pour la Banque d'Angleterre, moins 0,1 donc en taux négatif pour la Banque du Japon. Donc les banques centrales ont fait, entre guillemets, tout ce qu'elles pouvaient, soi-disant, elles ont mis le paquet, elles n'ont pas lésiné sur les moyens pour, soi-disant, faire générer une croissance plus forte. Est-ce que ça va marcher? On va le voir tout à l'heure, mais en plus de cela, elles ont fait ce qu'on appelle la planche à billets. Alors là, rapidement, j'explique ce qu'est la planche à billets, parce que c'est vrai que ça paraît magique. On a l'impression comme ça qu'on crée des billets artificiellement, et que voilà, on veut tous avoir cette planche à billets, où on imprime des billets, ça serait formidable. En fait, comment ça marche, la planche à billets? C'est très simple. Pour comprendre, il faut comprendre comment fonctionne la création monétaire. Et bien là, si on ne le sait pas forcément, pour créer de la monnaie, donc la monnaie, c'est le bilan de la Banque centrale, donc la monnaie, elle est au passif de la Banque centrale. Quand vous avez un billet de 100 €, vous avez donc un actif sur la Banque centrale, donc elle a une dette vis-à-vis de vous. Mais pour avoir le droit de créer effectivement cette monnaie, en temps normal, les banques centrales doivent disposer de ce qu'on appelle les contreparties de la masse monétaire à l'actif donc de leur bilan. Donc il y a trois types de contreparties. Il y a l'or, les devises, ce qu'on appelle les réserves de change, et les titres, notamment des obligations d'État. Alors pourquoi on a cette correspondance? Justement pour qu'il n'y ait pas de décalage entre la réalité monétaire et la réalité économique. Il faut que la création monétaire corresponde à une réalité économique. Sinon, effectivement, s'il y a trop de monnaie, il peut y avoir ensuite trop d'inflation. On se souvient des années 20, justement, en Allemagne, où à l'époque, on avait, pour justement rembourser la dette, la Bundesbank, la banque centrale allemande à l'époque, avait donc fait ce qu'on appelle la planche à billets. Donc justement, c'est quoi la planche à billets? C'est que on n'a pas de contrepartie de la masse monétaire, mais on crée quand même de la monnaie. Ex nihilo, à partir de rien. Et une fois que cette monnaie est créée, comme le bilan doit toujours être à l'équilibre, automatiquement, on finance le déficit public. Donc voilà pourquoi la dette publique aujourd'hui, elle augmente fortement chez nous, mais comme c'est la Banque centrale qui achète, donc au travers de cette planche à billets, finalement les taux d'intérêt des dettes publiques restent extrêmement bas. Donc c'est très plaisant pour les dettes publiques, mais c'est extrêmement dangereux. C'est une fuite en avant, et quand on nous dit bien entendu que, par exemple, on n'aura jamais à rembourser la dette, c'est vrai que la dette est au bilan de la Banque centrale. Mais si jamais on détruit de la dette, évidemment, ça veut dire qu'il faudra détruire de la monnaie en face. Donc ça ne peut pas correspondre. Je vous rappelle les sommes impressionnantes. Déjà, après le crack et la crise de 2008-2009, on a fait une planche à billets pour 4 000 milliards de dollars aux États-Unis, 3 000 milliards d'euros dans la zone euro à partir de 2015. Et là, c'est de nouveau, on remet une couche. On est entre 1000 et 1500 milliards de dollars aux États-Unis et d'euros dans la zone euro, donc de planche à billets, et on nous dit c'est sans limite. Ça peut continuer éternellement. Donc c'est vrai que c'est une sorte de cocaïne qui est très dangereuse, une sorte d'accoutumance qui peut justement nous coûter très cher. Mais le vrai problème, c'est que si à la rigueur ça générait une croissance forte, on pourrait dire pourquoi pas. Mais on voit que c'est pas du tout le cas. Je reprends ici l'exemple de la croissance. On voit la courbe bleue, c'est dans la zone euro, la courbe rouge, c'est au Japon. Vous voyez que malgré toute cette débauche de moyens, et là je parle que des moyens monétaires, mais il y a également les moyens budgétaires, on voit que la croissance, elle reste très très faible. Sur 10 ans dans la zone euro, c'est autour des 1%. C'est encore moins au Japon, c'est 0,7%. Alors bien sûr, ensuite il y a le Covid qui arrive. Donc là pour l'instant, on attend le troisième trimestre, on aura bien sûr un rebond, mais malgré tout cela, on aura une baisse de l'activité de l'ordre de moins 8% pour la zone euro, moins 9 à moins 10% pour la France, moins 8 aussi également au Japon. Donc on a injecté énormément de liquidités pour avoir quand même une baisse massive du PIB. Donc ça veut bien dire que ça ne fonctionne pas. Donc où va cet argent?
C'est ça le problème, c'est que on a une sorte, je dirais presque d'indécence, où on a énormément de création monétaire, de planches à billets, et la croissance reste molle, les entreprises font faillite, le chômage est en train d'augmenter, donc où va cet argent? Mais c'est très simple, malheureusement, c'est que les banques centrales s'occupent trop des marchés financiers. Cet excès de liquidité, il vient alimenter des bulles financières. Bien sûr, la bulle obligataire, c'est-à-dire que les taux d'intérêt restent extrêmement bas, malgré des dettes publiques qui flambent, ça c'est tout à fait anormal. Et puis bien sûr la bulle boursière. Donc là je vous ai mis ce qui se passe aux États-Unis. Donc là on revoit sur très longue période depuis les années 90. Vous voyez, normalement le travail d'une banque centrale, c'est que quand les marchés vont trop loin, quand ils sont un petit peu excessifs, comme disait Alan Greenspan en son temps, quand il y a une exubérance irrationnelle, eh bien la banque centrale doit augmenter les taux d'intérêt. Vous voyez, c'est ce qu'on voit à chaque fois pour calmer les marchés. Là effectivement c'est l'exemple de la bulle Internet, où la Réserve fédérale va casser la bulle Internet. Ensuite là aussi en 2007, on a une croissance trop forte. La Réserve fédérale monte les taux d'intérêt et là, évidemment, on a ensuite la crise. Or là, eh bien, on veut plus se faire mal. Donc, en fait, depuis 2015, quoi qu'il arrive, vous voyez, la Réserve fédérale américaine, alors qu'elle aurait pu remonter les taux d'intérêt, non, elle ne l'a pas fait. Elle a maintenu ses taux d'intérêt à zéro pour que justement on ait cette bulle boursière qui revienne. Et ensuite, c'est vrai qu'elle a remonté un petit peu le taux d'intérêt, mais vous voyez, c'était très limité, autour des 2,50, c'est très faible. Et parallèlement, donc ça a alimenté là aussi la bulle boursière qui a continué. La Réserve fédérale n'a pas monté assez les taux d'intérêt. Et ensuite, on le voit ici, ça c'est le petit crack qu'on a eu avec la pandémie. Et là, ça redémarre de nouveau, même si c'est toujours évidemment très fragile. Et donc, la politique monétaire américaine, on est sur des taux d'intérêt à zéro, plus la planche à billets. Donc voilà le problème. C'est que les politiques monétaires atteignent aujourd'hui leurs limites. Et donc le problème, c'est qu'elles sont en train d'alimenter une nouvelle bulle. Or, on le sait très bien, cette bulle va finir par certainement se dégonfler, voire exploser. Et ça tombe mal, parce qu'on a dans le même temps une crise sanitaire, une crise économique. Donc si on a une nouvelle crise financière, ça peut être particulièrement dangereux. Et le pire, c'est que malgré ces taux d'intérêt extrêmement bas, malgré cette planche à billets, on a, vous voyez, une inflation qui est toujours très faible. C'est l'inflation, vous voyez, dans la zone euro, c'est les chiffres qui viennent de sortir. Moins 0,2%, on est même en déflation dans la zone euro. Aux États-Unis, on est autour des 1%. Au Japon, on est autour des 0%. Donc l'inflation reste évidemment très faible. Pareil pour la France, vous voyez, on est à 0,2% d'inflation. L'Allemagne, moins 0,1% aussi de la déflation. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de paradoxe. On a énormément de création monétaire et une inflation qui reste faible, voire négative. Pourquoi? Parce que en fait, on se trompe d'inflation. Il y a deux types d'inflation. L'inflation des prix à la consommation. Et comme il y a très peu de demande, ben, la consommation reste faible, donc il n'y a pas d'inflation par les prix à la consommation. Par contre, il y a une inflation des prix des actifs. Les marchés boursiers, les marchés obligataires, les marchés immobiliers. Donc l'inflation, elle est là, mais on ne veut pas la voir. C'est ça, je dirais, le drame. Et c'est pourquoi les politiques monétaires aujourd'hui, elles sont complètement coincées. Les banques centrales sont prises dans leur propre piège, où malheureusement, ben, elles ont alimenté ces bulles. Elles nous disent qu'il n'y a pas d'inflation. En fait, l'inflation, elle est ailleurs et on ne veut pas la voir. Et on continue, bien sûr, cette fuite en avant, avec parallèlement une situation très dangereuse également pour les banques. Et oui, parce que vous voyez, là je vous ai mis le comparatif entre les taux d'intérêt à long terme, les taux des obligations d'État, c'est la courbe rouge aux États-Unis, la courbe bleue, c'est donc le taux de la Réserve fédérale américaine. On a ce qu'on appelle un aplatissement de la courbe des taux, c'est-à-dire que qu'on soit à court terme ou à long terme, les taux d'intérêt sont quasiment équivalents. Dans la zone euro, c'est encore pire. Regardez, là c'est une inversion de la courbe des taux. Les taux d'intérêt monétaires sont à 0% et le taux d'intérêt des bons du trésor allemand à 10 ans sont négatifs. Même pour la France, on est légèrement négatif. Donc tout ça pour dire quoi? Mais pour dire que les banques ne peuvent plus faire leur métier de transformation. C'est quoi le métier principal des banques? C'est justement ce qu'on appelle la transformation. C'est-à-dire qu'elles transforment des financements à court terme sur des taux bas en des financements à long terme, évidemment, donc avec des taux d'intérêt plus élevés. Et elles se rémunèrent avec la différence de taux d'intérêt. Or, si aujourd'hui les taux d'intérêt à long terme sont inférieurs aux taux d'intérêt à court terme, vous comprenez qu'elles perdent de l'argent. Donc le fonctionnement même des banques aujourd'hui est mis en danger. Vous ajoutez ça, une récession mondiale dramatique, donc ça augmente le coût du risque pour les banques, et donc à partir de là, elles commencent à avoir des dangers sur leur santé financière, donc elles vont resserrer les conditions de crédit, donc elles vont alimenter la croissance molle, ce qui va là aussi peser sur les comptes des banques. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, en dehors donc de cette crise boursière qui est toujours là, qu'on ne veut pas voir, mais qui est, masquée par la politique des banques centrales, la bulle également obligataire, on a également un risque de crise bancaire. Pourquoi? Rappelez-vous, au début d'année, avant la pandémie, on avait déjà 600 milliards d'euros de créances douteuses dans les banques européennes, dont 140 milliards d'euros pour les seules banques françaises, 300 milliards d'euros de créances douteuses dans les banques italiennes.
Créances douteuses, ça veut dire des créances qu'on ne va pas recouvrer, tout simplement. Ça, c'est extrêmement dangereux. Alors évidemment, avec la crise, avec le Covid, avec la récession, c'est encore plus dramatique. Et on l'a vu, si on prend le cas d'une banque française, la Société Générale, qui a perdu plus de 300 millions au premier trimestre et 1,3 milliard d'euros au deuxième trimestre. Donc ça veut dire qu'un des fleurons bancaires français, la Société Générale, aujourd'hui, est en danger. Donc ça veut dire quoi pour demain? Évidemment, une crise bancaire est inévitable. Donc on aura à la fois ce dégonflement des bulles boursières, obligataires, bancaires. Il ne faut pas en avoir peur. Il y aura bien entendu des ajustements, je pense même des refontes du paysage bancaire français. Ça ne m'étonnerait pas si prochainement la BNP Paribas rachète, c'est vrai que c'est un des grands enjeux, la Société Générale. Ça sera à suivre dans les prochains mois, les prochains trimestres. Donc on va avoir effectivement une période un petit peu troublée. On va s'en sortir, mais c'est clair qu'aujourd'hui, les banques centrales ne jouent pas leur rôle. Le rôle des banques centrales, c'est de limiter l'inflation, mais tout type d'inflation, y compris les prix des actifs, et également de générer une croissance forte, de faire baisser le chômage, notamment aux États-Unis. Et là, on n'y est pas du tout. Donc elles alimentent des bulles boursières, elles font une sorte de fuite en avant qui sera malheureusement très dangereuse pour la stabilité financière, économique et également bancaire. Donc faites attention, je l'avais déjà dit, mais là aussi, sur vos comptes bancaires, ne laissez pas plus que 100 000 euros sur vos comptes à vue. On ne sait jamais, parce que c'est la garantie des dépôts. Si jamais une banque, alors peut-être pas les grandes banques, mais une petite banque peut faire faillite, ça pourrait être douloureux. Donc soyons extrêmement prudents aujourd'hui. Les banques centrales, elles gagnent du temps, en espérant que par miracle, tout va s'améliorer, mais elles jouent un jeu extrêmement dangereux. Et c'est le drame de cette situation, c'est que malheureusement, les dirigeants politiques, monétaires, de la planète ne sont pas à la hauteur de la situation. Donc espérons que ça va s'améliorer, donc on pourra repartir sur des bases plus saines. C'est le fameux reset, c'est-à-dire repartir sur des bases plus saines. C'est tout le mal qu'on peut nous souhaiter. Merci beaucoup et à très bientôt.